Bonsoir, merci d'être venu pour cette rencontre avec Irène Théry. Alors Irène, tu es de ces gens dont on dit qu'ils sont trop connus pour qu'on continue encore à les présenter, hein. Moi j'ai l'impression que depuis que je te connais, tu es la spécialiste des questions de sexe, de genre, d'union, peut-être surtout de désunion d'ailleurs, éventuellement. En tout cas, tu es sur un terrain sociologique, mais vraiment large. Ce mot, il faut le prendre très largement quand il s'agit de toi. Sur un terrain passionnant et passionné, parce que je crois que tu es l'objet aussi parfois de lire d'un certain nombre de gens aujourd'hui, d'après Facebook où nous nous rencontrons parfois tous les deux. Et où d'ailleurs tu as des positions que je trouve souvent courageuses compte tenu de la vivacité ou de la vigueur ou de la violence des attaques dont tu peux faire l'objet. Je crois que il me semble que tu as dû accompagner à peu près tous les grands débats autour de ces questions depuis 1974, avec la loi de Simone Veil sur l'IVG. Me semble-t-il, hein, tu nous diras éventuellement, tu corrigeras ce qui est de trop dans ce que je dis. Jusqu'au mariage pour tous, il y a quelques années, en passant évidemment par le Pax et par quelques autres épisodes importants dans tous ces domaines des unions, tout ce que j'ai appelé les unions, les désunions, peut-être aussi les minorités sexuelles, la reconnaissance des uns, des autres, etc. Donc c'est un domaine où contestation, discussion, violence verbale ne sont pas exclus. Et même, je pourrais même dire, peut-être sont de moins en moins exclus actuellement, ou sont peu exclus actuellement. Alors, je voudrais peut-être dire juste quelques mots généraux. Tous ces sujets de débat mobilisent l'ensemble des sciences sociales, finalement. C'est ce qui rend le débat difficile, c'est-à-dire l'histoire, la psychologie ou la psychanalyse, la sociologie, l'ethnologie, le droit, les lois existantes, tout cela vient souvent sur le tapis avec ces questions-là. Donc du point de vue théorique, il faudrait que j'ajoute peut-être le mot anthropologie avec toutes les ambiguïtés de ce mot. Hein. Est-ce que c'est une discipline des sciences humaines ou est-ce que c'est avant tout une conception, finalement, je ne sais pas, sur un certain nombre de questions, je dirais une idéologie même parfois, sur un certain nombre de sujets. Ce n'est pas toujours très clair. Du point de vue pratique, ce sont des questions qui touchent aux mœurs très concrètes, intimes, de tout le monde finalement, aux croyances, aux symboles, à la culture politique et juridique vécue, avec aussi la très forte évolution des mentalités que nous avons connues depuis les années 70, avec ce qu'on appelle, hein, on globalise un peu, mais on voit à peu près ce qu'il y a dessous, l'individualisme éthique, le souci de la vie, de la réussite du corps, de son intégrité, de sa longévité, etc. Il y a enfin un aspect qui a pris récemment, ou assez récemment, une forte importance. C'est quand même, enfin non, c'est pas récent, c'est ancien, mais c'est quand même très présent. C'est l'importance sur tous ces sujets de la technique, des nouvelles inventions ou découvertes scientifiques, de l'intrusion de la technique, des possibilités d'accomplissement nouveaux des individus, hommes et femmes, grâce à des interventions techniques. Donc c'est un aspect aussi qui n'est pas du tout négligeable dans ce dont nous allons discuter ce soir à propos de la PMA au sens restreint ou au sens plus large, on verra après les questions qui viennent. D'autres aspects récents quand même sont encore intervenus à ce sujet. Par exemple, justement, une mobilisation forte contre une technique invasive du côté écologique. Hein, donc une mobilisation écologique contre, soi-disant ou réellement, cette intervention exagérée de la technique sur les corps. Et j'ai apporté ce livre d'une dame qui ne t'aime pas toujours beaucoup, mais qui discute avec toi, de Marianne Durano, de la revue Limite, Mon corps ne vous appartient pas. Hein, et sous-titre, Contre la dictature de la médecine sur les femmes. Et en fait, c'est une attaque en règle, justement,
finalement comment dirais-je, de l'instrumentalisation de la technique pour instrumentaliser les femmes. Voilà. Bon, il y aurait d'autres aspects qu'on pourrait soulever. De façon plus immédiate, ton intervention vient avant, semble-t-il, le dépôt d'un projet de loi sur la PMA pour élargir la PMA, donc au-delà des couples hommes et femmes, aux femmes seules, aux couples homosexuels. Donc c'est une loi qui serait proposée quand? Septembre, octobre, automne? On ne sait pas. Hein. La rentrée 2019. Bon, ah, même plus loin, d'accord. Mais donc, donc il y a quelque chose avant, et puis il vient de se dérouler les états généraux de la bioéthique sous les auspices du Conseil, du Comité national d'éthique, qui doit rendre sa synthèse dans quelques jours, le 4 juin. Et en fait, c'est parce que le CCNE rendra une partie de sa synthèse seulement à la rentrée. D'accord. Que l'ensemble du processus est un peu repoussé. C'est ce qu'a annoncé Agnès Buzyn ce matin. D'accord. Donc, mais enfin voilà, il se passe tous les jours du nouveau, si on peut dire, sur le sujet. Donc Irène, voilà, moi tu peux intervenir, je ne sais pas, le temps qu'il te faut, une demi-heure éventuellement, sur disons, les points qui t'importent à toi, qui te paraissent les plus importants, et puis très librement, moi-même et tous ceux qui sont là pourront te relancer par des questions amicales a priori, mais de toute façon intéressées. Voilà. Merci beaucoup Jean-Louis et merci à vous d'être venu discuter ici. Pour moi, c'est très important d'être ici à Esprit. Je ne peux pas commencer sans dire ma dette à l'égard de la revue. Mon premier article, c'était 1900. Pardon, ça j'ai oublié de le dire, c'est que tu es quand même une ancienne de la revue Esprit. Voilà. Et j'y ai publié il y a pas si longtemps, mais je vais redire quand même quelques éléments. C'est-à-dire, mon premier article, c'était 1989, un article sur les droits de l'enfant, où par rapport au moment de la Convention internationale des droits de l'enfant, Esprit m'avait permis de plaider pour que l'approche, on va dire, émancipationniste des droits de l'enfant n'oublie pas trop la dimension protectrice. Et donc, avec l'Association des magistrats de la jeunesse en particulier, nous avions donc fait entendre une voix un peu dissidente par rapport à celle de Jean-Pierre Rosenzweig à l'époque, tout en étant très proche de lui, mais sur cet aspect-là. Et en fait, ça a été, cette question participait pour moi d'une réflexion plus générale sur la famille. Ma particularité, c'est que je ne suis pas du tout une sociologue de formation. Je suis purement littéraire, j'ai une agrègue de lettres. Ce qui a changé ma vie, c'est ma participation au mouvement féministe des années 70. Donc dans les 70, je participais, mais je ne théorisais pas. Mais j'étais dans les rues avec le MLAC, qui avait juste à côté d'ici. Je rends hommage à Monique Antoine, qui, juste à côté d'ici, dans son appartement, abritait le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Et donc, j'ai été mobilisée dans ce mouvement. Et ma participation à ce qu'on appelle le deuxième féminisme, disons, dans ma jeunesse, m'a amené à penser que ce qui se passait touchait beaucoup à la question de la vie privée et de la famille. À l'époque, la question des femmes ou du féminisme et la question de la famille, c'était comme deux continents. On ne pouvait pas être dans les deux à la fois. Si on était du côté des féministes, on était censé considérer que la famille, c'était ce que les hommes avaient inventé de mieux pour opprimer les femmes, avec leur consentement. Et si on s'intéressait à la famille, on était supposé être un familialiste, un peu suspect de travail, famille, patrie, etc. Donc c'était une position inconfortable que j'ai tenue depuis tout ce temps, donc depuis les années 70, quand j'ai décidé, après la grecque, de changer de métier. En fait, à peine avais-je commencé. Et donc, j'ai trouvé dans la revue un lieu toujours de discussion. Et quand on regarde en arrière, parce que j'ai repensé évidemment à l'occasion de cette rencontre, ce que nous avons fait ensemble à la revue, je crois qu'on peut dire qu'on peut être fier. D'abord, justement, autour des questions qui... à travers la question de l'homosexualité, de l'homoparenté, en fait, c'était la métamorphose générale des transformations de la parenté qui était posée. Ce n'était pas simplement la question de notre rapport à l'homosexualité, de ce que la société
comment la société jugeait l'homosexualité, qu'est-ce qu'elle voulait en faire, est-ce qu'elle voulait l'accepter, est-ce qu'elle voulait l'intégrer. C'était à la fois cette question qui était soulevée, et puis la question de est-ce que notre système de parenté permettait finalement cette évolution, cet accueil. À ce moment-là, ce n'était pas clair tout ça, mais au moment du Pacs, on a eu ici à la revue des débats qui ont d'ailleurs été publiés. Et moi, j'ai pu, il y a donc tout juste 20 ans, publier 2 articles qui sont importants pour moi, parce qu'ils sont comme des pierres, disons, dans un chemin qui n'est pas que le mien. C'est le chemin de tout un pays, et même plus largement, ça nous dépasse, ça dépasse largement la France, de sociétés en changement. Et donc, quand on change, c'est pas facile de le mesurer. Souvent, les gens n'aiment pas dire qu'ils ont changé. Quand ils ont acquis une idée, ils ont l'impression qu'ils l'ont toujours eu avant. Et je pense que dans la démocratie, avoir la conscience du changement collectif, comprendre comment on pensait avant, pourquoi on ne pensait pas comme on pense aujourd'hui, et le faire, c'est absolument important. Et donc cette question du changement, elle est au centre de ce que j'appelle mon travail de sociologue engagé. C'est-à-dire, je ne suis pas une militante qui se donne des allures de sociologue, je suis une sociologue qui, de ce point de vue-là, considère que son travail, c'est un travail de capacité de compréhension de valeurs qui ne sont plus les nôtres, par exemple, ou qui sont loin des nôtres, et pas simplement de nos valeurs d'aujourd'hui. Et donc, de ce point de vue-là, je me heurte spontanément au militantisme, que je connais bien par ailleurs, qui essaye toujours simplement de disqualifier, de dévaluer les valeurs qu'on ne défend pas. Donc il y a toujours cette tension pour moi dans mon travail. Et donc au moment du Pacs, j'avais pu exprimer à l'époque mon accord pour que la société change sa définition pluriséculaire du couple, et j'avais donné des arguments en ce sens, mais j'avais marqué ma réticence à l'égard de l'hypothèse d'un mariage de même sexe ou d'une filiation de même sexe. Et donc cette pierre marquée par un article qui s'appelle « Le contrat d'union sociale en question », complété toujours dans la revue par un article intitulé « Pacs, sexualité et différence des sexes », ça fait partie donc de cette mémoire que certains croient gênante pour moi. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles Eribon me poursuit depuis 20 ans, on peut dire, de harcèlement machiste. Mais moi, je suis très heureuse d'avoir justement, au contraire, cette façon d'avoir un point de repère et qui m'amène à expliciter, justement, à l'égard de moi-même, mais plus généralement, parce que ça ne concerne pas que moi, évidemment, ça nous a concernés, nous tous, à la revue aussi. C'est un point de repère pour nous tous, que ces débats que nous avons eus. Comment on pensait il y a 20 ans, comment on pense aujourd'hui, qu'est-ce qui explique qu'on puisse penser autrement, etc. Et donc, moi, j'ai été amenée, plus que d'autres, à expliciter ce qui avait fait qu'en 20 ans, j'avais évolué sur la question du mariage. J'avais donné comme argument, il y a 20 ans, que tout en étant tout à fait favorable à ce que les couples de même sexe soient reconnus dans la société, qu'ils bénéficient de droits, et même de droits plus importants que ce qui était prévu par le Pacs, mais que le cœur du mariage, avais-je appris par mon maître Jean Carbonnier, c'est la présomption de paternité. Donc j'avais dit, mais la présomption de paternité, c'est une présomption, c'est-à-dire la fonction première du mariage, c'est de donner un père aux enfants que les femmes mettent au monde. Et donc, cette présomption de paternité n'a pas de sens pour un couple de même sexe. Donc, créons une nouvelle institution, ou modifions, mais ça n'a pas de sens de faire un mariage de même sexe. On ne voit pas ce que serait une présomption de paternité entre 2 hommes ou entre 2 femmes. Et donc, sur ce point, j'ai changé, et je l'ai expliqué. Et en particulier, je ne vais pas revenir là-dessus, mais j'ai eu l'occasion de m'expliquer longuement, récemment, puisque, à l'occasion du mariage pour tous, la revue a publié le texte de la communication que j'ai faite devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui expliquait donc pourquoi ce n'était pas seulement notre changement à l'égard de l'homosexualité qui était en cause, mais le fait que les changements du mariage avaient déjà été tels que le cœur du mariage n'était plus la présomption de paternité, et qu'il était prêt à accueillir donc des mariages dans lesquels justement cette présomption de paternité ne figurerait pas.
Donc ça, c'est concernant le mariage, je le laisse de côté. Concernant la filiation, à l'époque, effectivement, j'avais défendu l'idée simple que les rapports, que l'égale implication des deux sexes dans la filiation ne va pas de soi, que chez les humains, elle n'est pas naturelle, que la vie procréatrice est instituée comme toute la vie humaine en général, et que donc le fait que tous les systèmes de parenté prévoient une lignée paternelle, une lignée maternelle, indiquait cet attachement à l'égale implication des deux sexes, qui ne voulait pas dire que les sexes étaient égaux, mais qu'il y avait un principe de co-responsabilité à l'égard des enfants que les femmes seules mettent au monde. Et donc, je ne voyais pas comment on pouvait imaginer que des enfants soient en quelque sorte à l'écart de ce système commun, que la question des sexualités était une chose, la question des sexes était une autre. Et là, également, j'ai été amenée à expliquer pourquoi j'avais évolué en 20 ans, avec l'idée que, certes, les systèmes de parenté étaient faits pour inscrire en fait la vie procréative, la vie sexuelle reproductive, la vie procréative dans un horizon de statut symbolique de parenté, donc un horizon d'engagement, de droit, de devoir qui ordonnait la vie sociale, mais que après, alors que nous étions héritiers d'un système matrimonial de filiation, dans lequel finalement la seule filiation acceptée, c'était la filiation en mariage, et que dans ce cadre, une différence importante, la filiation maternelle était fondée sur l'accouchement, la mère est celle qui accouche, la filiation paternelle sur la volonté et le statut, le père est celui que les noces désignent. Donc cette asymétrie fondamentale de notre système de parenté, hein, où l'accouchement par la mère est englobé, on peut dire, dans le statut matrimonial qui donne un père à ses enfants et une légitimité à ses enfants. Donc ce système matrimonial de filiation qui se traduisait pour les femmes, il faut le savoir, par un principe de division des femmes en deux, entre, disons, la dignité des épouses et mères de famille mariées et l'indignité, le déshonneur. C'est très important, c'est un immense sujet du 19e siècle, des femmes qui se trouvaient enceintes sans être mariées. Je dis c'est un immense drame social qu'on commence à découvrir dans son ampleur, mais qui a affecté, on peut dire, toutes les classes populaires, tous les domestiques, toutes les employées, toutes les ouvrières. Donc c'était une question immense, que cette question de savoir si, pour chaque fille, si elle allait tomber du côté des filles perdues ou au contraire des femmes honorables, et si surtout leurs enfants allaient être des parias sociaux, les bâtards, ou des enfants qui entraient pleinement dans la filiation. Donc ça, c'est notre héritage, et il était fondé sur un principe de complémentarité hiérarchique des sexes. Et donc, évidemment, l'attachement au lien de sang qui fondait la filiation, donc on arrive peu à peu à notre sujet actuel, l'attachement au lien de sang, c'est un attachement qui ne se comprend que dans le cadre du mariage. C'est important, ce n'est pas le lien de sang qui faisait notre système de filiation. On n'avait pas un système biologique de filiation. C'est dans le cadre du mariage, et seulement dans le cadre du mariage, qu'on était attentif et attaché à ce que l'enfant soit idéalement l'enfant biologique de sa mère et également de son père. Et donc la présomption de paternité, ça présumait que le mari était le géniteur de l'enfant, et effectivement, dans l'immense majorité des cas, il l'était, parce que les mœurs et les lois fonctionnaient ensemble. Quand il ne l'était pas, ce qui arrivait aussi, eh bien, on faisait comme si, et donc, grâce à la présomption de paternité, des hommes stériles pouvaient avoir des descendances qui étaient censées être les leurs, bien que leur épouse eût recours au bon service d'un facteur, d'un ami, d'un cousin, peu importe. C'était le principe, et on n'interrogeait pas cette question. Mais ça n'était pas, encore une fois, j'insiste, un principe biologique de filiation, la preuve en étant que dès qu'on sortait du mariage, cette question de l'attachement au lien de sang disparaissait. Au point que, de la Révolution française à 1912, il y a eu, en droit, une interdiction de recherche en paternité. Donc ces femmes dont je vous parle, qui n'étaient pas mariées,
qui avaient des enfants en mariage, elles ne pouvaient pas rechercher le père de leurs enfants. Et donc, par principe, disons, ce géniteur ne serait pas un père. Il ne pouvait pas être désigné comme un père. L'argument avait été donné qu'une femme pouvait mentir, qu'elle pouvait désigner un homme à tort, qu'elle pouvait... Voilà. Et donc, comme une femme pouvait mentir, toutes les femmes étaient supposées être des menteuses en puissance, et en tout cas, tous les hommes bénéficiaient d'un principe d'irresponsabilité par rapport à l'ensemble des conséquences de la sexualité procréative hors mariage. Donc, tout ça pour dire que ce système matrimonial de filiation, eh bien, il correspondait à un certain état des idées et des mœurs, mais avec les progrès de l'égalité des sexes, il a été mis en question. Et donc, c'est ça mon travail, c'est d'étudier quelle métamorphose de ce système matrimonial de filiation se produisent depuis une trentaine d'années, avec les progrès de l'égalité des sexes qui vont avec d'ailleurs un changement à l'égard aussi des orientations sexuelles. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai été amenée à réfléchir sur la procréation assistée. Et donc, il y a 20 ans, au moment des débats sur le Pacs, commence la discussion sur la possibilité donc d'une homoparenté, on va dire de couple, d'une homoparentalité. On a eu la discussion ici à Esprit aussi. Et j'ai été à l'époque assez vivement prise à partie pour avoir exprimé une réticence à l'égard justement d'une filiation. Personne à l'époque n'employait l'idée qu'un enfant pourrait avoir deux mamans ou deux papas. Même les mots n'existaient pas. Mais donc, les questions qui m'ont été posées m'ont amené à me dire, je me suis avancée sur le terrain de la PMA et je n'y connais rien. Voilà. Et c'est vrai que c'était la vérité, je n'y connaissais rien, on n'y connaissait tous rien. Bon. Et donc, moi, ça a été le début d'un travail très long dans les centres de procréation médicalement assistée, en particulier à Marseille, où je suis allée travailler depuis. Et donc, je me suis fait peu à peu une opinion qui est très simple et qui arrive à ce que je veux vous dire, c'est que progressivement, ce que j'ai vu se développer comme contexte général des débats sur la PMA, c'est que nous avons vraiment vécu aussi une métamorphose de nos conceptions communes de la filiation. Alors, pour le dire très vite, cette métamorphose, elle est en deux parties. Il y a une partie dont on parle peu, mais qui devrait être très importante, c'est que le contenu du lien de filiation, c'est-à-dire ce qu'on va y investir, les droits, les devoirs, les interdits, ce contenu est absolument unanime en France. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun débat important sur ce qu'on attend d'un parent, ce qu'on attend d'un enfant. Bien sûr, il y a des débats pour savoir s'il y a des familles qui remplissent plus ou moins bien leur office. Mais en gros, on ne peut pas dire qu'on voit des divisions, finalement, indépendamment du statut des parents, que les parents soient mariés ou non mariés, unis ou séparés, nous avons tous et toujours la même idée de ce qu'on attend d'un parent. C'est justement ce lien inconditionnel et indissoluble. Après, il y a des problèmes entre les hommes et les femmes au moment des divorces, etc. Mais du point de vue de la conception du lien, il y a une profonde unité. Donc ça, c'est le fond dont on ne se rend pas compte à quel point il nous tient ensemble, à quel point il fait monde commun, on pourrait dire. Après, le débat, il ne porte donc pas sur la filiation, il porte sur ses modalités d'établissement. C'est une autre chose. C'est-à-dire, c'est le lien de filiation, on sait ce que c'est, ce qu'on attend d'un parent, celui qui a endossé le statut de parent, ce qu'on attend de lui, et ce qu'on attend de lui envers son enfant. Donc, en réciproque, les droits et les devoirs, d'ailleurs, que l'enfant peut avoir à l'égard de son parent et en fait de ses ascendants, parce que je devrais tout de suite le dire, la filiation, ce n'est pas un rapport entre deux générations, c'est un rapport au minimum entre trois générations. C'est-à-dire, on ne peut pas, c'est pas un rapport, c'est un rapport qui se transmet, et donc les anthropologues ont besoin d'ailleurs en général plutôt de 6, c'est-à-dire 3 générations au-dessus d'égaux, 3 générations en dessous pour décrire. Donc on ne peut pas concevoir la filiation sans penser aux grands-parents et aux arrière et aux ascendants, etc. Donc, sur tout ça, il y a accord. Le point central qui m'amène à la PMA, c'est que, en fait, nous avons maintenant plusieurs façons d'établir cette filiation. C'est ça la question. Donc, la filiation, on sait ce que c'est, on est d'accord.
indépendamment du statut des parents, indépendamment même de leur union. Mais comment établir? Qui devient parent? Comment devient-on parent? Ou à l'inverse, comment devient-on fils ou fille d'eux? Alors, traditionnellement, il y avait une façon simple de devenir parent, et elle reste l'immensément majoritaire, c'est de faire un enfant. Je suis parent, j'endosse le statut de parent de cet enfant parce que je l'ai fait. Donc, idéalement autrefois en mariage, maintenant également hors mariage, mais je l'ai fait ou je prétends l'avoir fait. Parce qu'il y a toujours cette ambiguïté concernant la filiation paternelle, qui, que ce soit par la présomption de paternité ou la reconnaissance, c'est une déclaration, en fait, comme quoi, comment dire, je me reconnais parent de cet enfant parce que je l'ai fait, mais la société, traditionnellement, ne vérifie pas la véracité de la déclaration. Et ça, c'est un héritage ancien qui pourrait être discuté aujourd'hui, mais pour le moment qui continue à fonctionner sur le fondement de la confiance dans cette déclaration qui est faite et qui peut être défaite par des preuves génétiques, mais uniquement en cas de conflit. Donc, première façon, pas de problème, immensément majoritaire, je me déclare parent de cet enfant, j'endosse le statut parce que je l'ai fait. Nous avons appelé dans le rapport que j'ai fait avec Anne-Marie Leroyer en 2014 la filiation charnelle, pour ne pas dire filiation biologique, on a préféré le mot compliqué de charnel, mais qui a indiqué que justement ce n'était pas simplement du biologique, qu'il y avait une dimension sociale, etc. La deuxième façon de devenir parent, vous la connaissez, c'est l'adoption. Je me déclare parent de cet enfant, j'endosse le statut de parent de cet enfant que je ne prétends pas avoir fait, que nous ne prétendons pas avoir fait, mais que nous avons adopté. L'adoption, c'est une histoire récente en France. Hein, c'est vraiment les débuts de l'adoption d'enfants, c'est les années 30. On a du mal, il y a toute une histoire très longue justement de l'hostilité de l'Église à l'égard de l'adoption d'enfants. Et donc, c'est finalement à partir des années 30 que l'adoption, progressivement, s'affirme comme une façon alternative de constituer une famille. Le point important pour nous, c'est que pendant longtemps, cette filiation adoptive, elle n'était pas tout à fait légitime. C'est-à-dire qu'on considérait pour qu'une famille adoptive puisse s'intégrer, il fallait qu'elle puisse passer pour une famille biologique. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là au départ, il est arrivé souvent qu'on ne dise pas à un enfant qu'il avait été adopté, avec les meilleures intentions du monde, hein, pour qu'il s'intègre, pour qu'il soit comme les autres. Au moment justement du Pacs, de ces débats que nous avons eus ici à Esprit, j'avais remis un rapport au gouvernement et je me souviens qu'une des secrétaires de l'école des hautes études était venue me voir à cause de ce rapport où j'avais parlé de ces sujets, parce elle avait appris à 60 ans qu'elle n'était pas la fille de ses parents, qu'elle avait été adoptée. Et elle voulait savoir quelle était son histoire. En fait, elle venait me voir pour que j'accompagne cette quête de ses origines qu'elle voulait, c'était compliqué, accomplir, mais sans trahir ses parents. Enfin, voilà. Donc ces sujets-là, il y a 20 ans encore, étaient compliqués. Ça n'était pas évident. Il y avait encore des personnes qui apprenaient sur le tard qu'elles avaient été adoptées. Jusque dans les 70, les enfants adoptés n'avaient pas accès à leur dossier. Ils ne pouvaient pas savoir leur histoire. Des dames de la DAS leur distillaient des renseignements non identifiants sur leurs parents de naissance. Oui. Tout ça pour dire que, je vais vite, parce que j'arrive au but, sur l'adoption, nous avons changé au cours de ces dernières décennies, c'est-à-dire que nous avons admis l'adoption comme une forme en soi, une façon en soi de fonder une famille. On a cessé de la penser de l'assimiler à une famille biologique. On a revendiqué l'adoption pour elle-même. L'adoption internationale y a été pour beaucoup, puisque quand l'enfant ne ressemblait pas à ses parents, on n'était plus dans cette logique. Et évidemment, tout cela aboutit au fait que, donc, dans ces cas-là, on n'est plus dans le mime de la procréation. Et en 2013, au moment du mariage pour tous, quand le Conseil constitutionnel est saisi par des parlementaires qui étaient opposés à cette réforme, il répond, mais au fond, dans le droit, rien n'oblige à ce que l'adoption mime la nature. Donc, vous savez, la formule de Napoléon, c'était l'adoption singe la nature. C'est vrai que l'adoption, on l'avait conçue comme ça, comme une sorte de famille de remplacement qui devait
ressembler le plus possible à ce qu'aurait été la famille par le sang, eh bien, avec d'abord l'adoption internationale, qui assume la différence, la particularité, la spécificité de cette adoption, et ensuite les familles adoptives de même sexe, qui accentuent encore cette distinction entre procréation et filiation fondée sur l'engagement de s'occuper de l'enfant, de le traiter comme son enfant, exactement de la même façon, etc. Il y a eu un éloignement, et du coup, les notions de parents et de géniteurs sont devenues plus distinctes. Et j'arrive enfin à mon sujet, mais j'étais obligée de faire ça si je voulais que ça prenne sens, c'est qu'il y a une troisième façon de fonder une famille, qui n'est ni la procréation, ni l'adoption, mais qui est l'engendrement avec un tiers donneur. Donc cette troisième façon de faire famille, elle est encore plus récente, elle date donc des années 70, des débuts de la PMA, des premières banques de sperme, et donc on ne peut pas la ramener à une procréation, puisqu'elle concerne un couple où, par hypothèse, l'un des deux ne va pas procréer. Dans un couple hétérosexuel, puisque c'est le cas jusqu'à présent, parce que l'un des deux est stérile. Donc les premières procréations, engendrement avec un tiers donneur, c'est avec un don de sperme pour pallier une stérilité du mari. Et donc, ce ne sont pas des procréations, ce ne sont pas non plus des adoptions, puisqu'un enfant va naître. Il y a un processus par lequel un enfant vient au monde. Et donc, on est obligé de reconnaître la spécificité de cette façon de fonder une famille. C'est une troisième forme sui generis. Et donc, quand on comprend ça, on aperçoit mieux le débat dans lequel nous sommes encore aujourd'hui, mais qui avait commencé déjà à la dernière révision des lois de bioéthique, qui s'est poursuivie avec le mariage pour tous et qui continue maintenant. C'est quoi? C'est très simple. Cela fait maintenant un demi-siècle que nous organisons des engendrements avec un tiers donneur, dans lequel donc un couple où l'un procrée et l'autre pas fait appel à une tierce personne qui donne de sa capacité procréatrice pour permettre à ce couple d'avoir un enfant. Donc un couple dans lequel, on va dire, les deux engendrent un enfant, mais ne le procréent pas ensemble, alors que le donneur, qui lui est un géniteur, par hypothèse, dit « je ne serai pas le parent, ça sera d'autres, je donne pour que d'autres soient parents ». Donc c'est une construction qui est particulière, c'est vrai, qui trouble un peu les choses, puisqu'il y a ces disjonctions, mais qu'on comprend assez bien, qui en tout cas existent depuis 50 ans. Un couple où l'un procrée et l'autre pas a un projet d'enfant, il ne peut pas le faire ensemble, il fait appel donc à une tierce personne qui sera géniteur de l'enfant, mais qui par son don renonce à en être le père, et pour que d'autres le soient. Il n'est qu'un transmetteur, on va dire, d'hérédité, de vie. Donc une fois qu'on a nommé ça, quel est le problème? Il est très simple. On l'organise depuis un demi-siècle, on le cache depuis un demi-siècle. C'est-à-dire qu'on l'a organisé et on a pensé qu'il était important, pour que l'enfant s'intègre, pour que cette famille soit comme les autres, que cette façon de faire famille, finalement, soit de l'ordre de la vie privée. C'est ce qu'on a dit aux parents au début. Ne le dites pas à l'enfant. Après tout, autrefois, j'ai évoqué les secrets de famille. Quand le mari était stérile, on n'allait pas crier sur les toits que la femme avait eu recours à un amant. Alors maintenant, c'est plus un amant, c'est plus le donneur de sperme derrière le rideau du gynécologue, c'est un donneur de sperme qui a donné pour une banque il y a quelquefois longtemps. L'anonymat a distingué le moment du don, celui de son usage. Mais au début, on a dit le mieux, c'est qu'après tout, ça soit considéré comme une affaire privée du couple. Ça ne regarde personne. Voilà. On a raisonné comme ça. On est dans une logique où seuls étaient concernés les dons masculins de sperme. Seul était en cause, et c'est très important à comprendre, la stérilité masculine, les inquiétudes identitaires pour soi-même, liées pour les hommes à cette stérilité, une façon d'essayer de la masquer publiquement. Et donc, on organise ces dons et on les cache. Qu'est-ce que ça veut dire, on les cache? C'est très précis. Ça veut dire qu'on choisit des donneurs qui ont les mêmes traits physiques que le mari stérile, des donneurs qui ont le même groupe sanguin que le mari stérile. Là, il n'y a aucune indication médicale, sinon de faire passer le subterfuge plus facilement.
On utilise les techniques d'établissement de la filiation charnelle, présomption de paternité ou reconnaissance. Et enfin, les donneurs, on les fait venir et on leur dit, ni vu ni connu, vous disparaissez, on garde votre identité, mais elle est enfermée dans une armoire forte pendant 30 ans, et personne n'y aura accès, et personne, ni l'enfant, ni personne, on ne vous retrouvera jamais. Et donc, voilà la situation dans laquelle nous sommes. Au départ, nous ne sommes pas seuls, on va dire tous les pays font ça, il y a 50 ans, avec les meilleures intentions du monde pour intégrer ces familles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Eh bien, ce qui s'est passé depuis, c'est qu'on a commencé à se dire que ça n'allait pas du tout, ça. Ça n'allait pas de soi de créer ce système de secret, de mensonges. D'abord, ça n'allait pas de soi pour l'enfant, parce que ça commence à la première visite chez le pédiatre, quand le pédiatre va dire « Et alors, du côté de monsieur, est-ce qu'il y a du diabète ?» Voilà, et que là, on est là et à se dire « Bon, dans quoi on s'embarque ?» Alors, il faut absolument comprendre que les 100 000 enfants qui sont nés de dons, dont l'immense majorité ne le sait pas. On pense qu'il n'y en a que 8% qui le savent. Il ne faut absolument pas jeter la pierre à leurs parents. Leurs parents ont été pris dans un système institutionnel où ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient. Simplement, quand on a commencé sur une version, c'est extrêmement difficile d'en changer. Et dans les témoignages qu'on a de ceux qui ont fini par dire à l'enfant « Eh bien, en fait, tu n'es pas le fils biologique de ton père, etc. » Ça a été des choses très compliquées, très difficiles à vivre, souvent, etc. Mais quelquefois aussi, plutôt des crises qui se sont... comment dire, des difficultés antérieures. Enfin, en tout cas, ce n'est pas les parents qui ont créé ça, c'est la société qui les a mis dans cette situation. Donc, on a commencé à dire aux parents, il faut leur... dites-le à l'enfant, dites à l'enfant son mode de conception. Et vous serez protégé parce que de toute façon, le géniteur, ça, l'enfant ne saura jamais qui c'est. Et donc, il y a des parents aussi qui ont commencé à le dire. Et les enfants nés dedans, on dit, alors, mais de qui je suis né alors ? Et là, ils ont découvert donc un deuxième problème qui était que si on pouvait leur dire qu'ils n'étaient pas les enfants biologiques de leur père, ils l'étaient de quelqu'un, mais que ce quelqu'un, eh bien, son nom était derrière la porte de l'armoire forte, qu'il n'y aurait jamais accès. D'où des questionnements à l'époque où, comme je vous l'ai dit, les enfants adoptifs, eux, justement, avaient commencé cette quête des origines, accompagnés par leurs parents, qui découvraient, après avoir eu très peur, les parents adoptifs, que cette quête des origines ne menace leur filiation, parce que les enfants allaient découvrir que leurs parents biologiques avaient vécu des drames. Ils pensaient que les enfants seraient pleins de pitié, de compassion, et peut-être, finalement, allaient renier leurs parents adoptifs. Enfin, il y avait beaucoup de problèmes et d'inquiétudes autour de ça. Mais ça se passait quand même plutôt bien. Donc, les questions étaient posées aussi pour la procréation avec don. Et donc, c'est dans ce contexte de discussion sur la procréation avec don en PMA que la France s'est peu à peu séparée d'autres pays qui ont évolué, je dirais, en gros, dans un sens assez simple à comprendre. Depuis l'ancien modèle ni vu ni connu, on recourt à des dons, mais personne ne sait rien, à un nouveau modèle que moi j'appelle de responsabilité. Respondéo, je réponds d'eux, au sens fort, dans l'idée que finalement, si on organise des dons, eh bien, la génération adulte, que ce soit les parents, les donneurs, les médecins qui le font, doit être capable, devant la génération suivante, de répondre de ce qu'elle a fait. Et donc de sortir d'un principe d'irresponsabilité du donneur, d'irresponsabilité des parents, etc. En disant, mais au fond, qui a-t-il à cacher dans tout ça ? Qu'est-ce qu'il y a eu de mal dans tout ça ? Et donc de nombreux pays ont évolué, que ça soit pour permettre à l'enfant d'accéder à ses origines, pour trouver des formes d'établissement de la filiation qui ne passent pas par un mime de la procréation charnelle, et aussi l'ouverture de cette PMA à des couples de femmes ou à des femmes seules, mais principalement à des couples de femmes, a contribué en quelque sorte à faire exister ces nouvelles formes de famille, parce que les couples de femmes, évidemment, qui ont recours à un donneur, ne peuvent pas et ne sont jamais tentés de raconter à l'enfant qu'il est né d'elles deux.
Donc ça, c'est un point très important et à comprendre. Pourquoi? Parce que au moment du mariage pour tous, il y a eu quelque chose de très étonnant dans les manifestations. C'est que dans ces manifestations anti-mariage pour tous, parmi les éléments de mobilisation, il y en avait un très fort qu'on a vu dans beaucoup de pancartes. On ne ment pas aux enfants. On ne peut pas dire qu'à un enfant qu'il est né d'un Arthur et d'un François. Enfin, je ne sais plus quel était le slogan. Vous voyez ? Et donc, le paradoxe, c'est que l'inquiétude, c'était qu'on invente des pseudo-procréations de couples de même sexe. Alors même que ces couples sont les seuls qui ne sont jamais tentés de mentir à l'enfant sur son mode de conception. On n'a jamais rencontré un seul couple de femmes qui soit tenté de dire à l'enfant autre chose que un gentil monsieur a donné sa petite graine pour que tu puisses venir au monde, alors que parallèlement, les couples de sexe opposé, et encore une fois, je ne les mets pas en accusation, c'est l'institution qui les y pousse, justement mentent aux enfants de fait sur la façon dont la filiation a été établie, en quelque sorte. Et donc on avait là, il y a quelques années, au moment du mariage pour tous, une tension quand même assez... Ouais, on voyait bien le problème. Et donc mon dernier mot, c'est pourquoi en France, c'est si compliqué de parler de ça, pourquoi on n'arrive pas à penser l'engendrement avec don, qui concentre en fait tous les débats sur la PMA. Enfin, il y en a quelques autres, mais le principal des débats bioéthiques, c'est sur la PMA avec tiers donneur, dans cette réforme-ci. Pourquoi est-ce qu'en France, on a tant de mal? Eh bien là, donc, ultime hommage à Esprit, nous avons fait ensemble un dossier, il y a pas mal d'années, qui a eu beaucoup de retentissement, qui s'appelait la filiation saisie par la biomédecine, dans lequel on a tenté de proposer une première explication de la particularité française, qui est la suivante, c'est que à un moment où il y a eu une interrogation sur ces engendrements avec tiers donneur, cet usage de gamètes, d'abord du sperme, puis des ovocytes, puis des embryons, et maintenant, dans des pays qui l'autorisent, et avec tout un débat différent, des dons de gestation aussi, la particularité française, qui a été reprise par l'Italie, par quelques pays, a été de dire, au fond, il y a une façon de présenter tout ça, c'est de considérer qu'un don de gamètes est un traitement. C'est un traitement de la stérilité. Ça, c'est une particularité du discours bioéthique français qui a été constitué avec les premières lois de bioéthique qui datent de 1994. Et donc, à ce moment-là, on établit la bioéthique à la française et on dit que non seulement seuls les couples souffrant d'une stérilité pathologique, donc les couples par hypothèse de sexe opposé, souffrant d'une stérilité pathologique peuvent avoir accès à ces techniques, mais que ces techniques sont là pour apporter une réponse thérapeutique à leurs problèmes. Et donc, on fait comme si un don de gamètes était un traitement de l'infertilité. Et on fait comme si, vous voulez, un don de gamètes, c'est comme un don de rein à quelqu'un qui a un problème de rein pour traiter son problème de rein. Sauf qu'en général, justement, les gamètes fonctionnelles sous la forme d'un don de sperme qu'on peut donner, on ne les donne justement pas à l'homme stérile, qui reste tout aussi stérile. On donne en général plutôt à son épouse. Et donc, c'est tout à fait quelque chose de spécifique. Et donc là, un des enjeux, et je termine, c'est justement de reconnaître que la biomédecine, en prétendant décrire comme un traitement ce qui en fait n'est pas un traitement, qui ne soigne pas, c'est-à-dire l'homme est tout aussi stérile, c'est un arrangement social en fait que la médecine, auquel la médecine participe, on pourrait dire, je dis moi, un formidable arrangement social qui n'a fait que du bien. Quand on travaille dans les centres de PMA, on peut voir dans les bureaux des sages-femmes tous les remerciements, toutes les photos d'enfants joufflus, voilà, toute cette réponse, pas parfaite, loin de là, mais qui a été apportée quand même à la détresse de ces couples en mal d'enfants, grâce à cette nouvelle façon de mettre des enfants au monde. Le problème, c'est de l'avoir d'abord complètement caché, puis ensuite de l'avoir caché, mais sous prétexte que ça serait un traitement, que ça n'est pas,
alors qu'au fond, c'est un arrangement social tout à fait particulier qui permet d'organiser la coopération d'un couple et d'une personne, et là c'est ça qui est nouveau, qui accepte d'être le géniteur d'un enfant dont d'autres seront les parents. Donc cette dissociation est tout à fait quand même nouvelle dans sa clarté. Et donc le fait de l'avoir présenté comme un traitement, ça a rendu impossible de comprendre que les couples de femmes qui étaient face non pas à un traitement mais à ce nouvel arrangement social se sont dit mais pourquoi pas nous? Si un couple qui ne peut pas faire d'enfants parce que l'homme est stérile, donc qui est bloqué par la nature, peut quand même fonder une famille grâce à un tiers donneur, pourquoi pas nous qui ne pouvons pas non plus, pas pour des raisons pathologiques, mais parce que nous sommes deux femmes, évidemment concevoir un enfant, mais nous pouvons nous aussi avoir recours à un don. Donc c'est ça le débat qui est posé aujourd'hui, et donc il concerne à la fois l'homoparenté et le débat en fait ouvert avec le Pacs et au moment du mariage pour tous sur l'homoparenté en fait se poursuit. Donc tout le débat sur la PMA sans père, etc., ça montre que la société n'a pas encore tout à fait accordé sur cette question des couples, des parents de même sexe, même si la loi française les a intégrés, et à la jonction de cela avec en fait un regard critique qu'il faudrait porter sur le modèle bioéthique français qu'on présente toujours comme le meilleur des modèles et qui peut-être pourrait s'interroger justement sur sa dimension pseudo-thérapeutique et pseudo-procréative dans les cas de l'engendrement avec don. Alors, bravo pour la clarté. Évidemment, je suppose que, vu le temps que tu travailles là-dessus, tu peux dire les choses de façon claire, mais je croyais savoir beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses, et j'ai cru comprendre certaines choses que je n'avais pas encore comprises. Donc, vraiment, merci beaucoup.